Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre étude autour de la géopolitique de la région des Grands Lacs, Afrique centrale, région des Grands Lacs, je vais ouvrir avec vous pour aujourd'hui une analyse qui se concentre sur les événements qui auront prochainement lieu dans la région des Grands Lacs et plus précisément un focus aujourd'hui sur le Burundi. Alors, prochainement, la région des Grands Lacs vivra un moment important, un événement susceptible d'exacerber les tensions et les crises qui gangrènent cette région du monde. En effet, le 20 mai prochain, les Burundais éliront leur prochain chef d'État et leurs futurs députés et conseillers communaux. L'alternance pacifique de pouvoir en Afrique reste à ce jour un défi permanent, souvent une utopie pour les 53 pays du continent africain, aujourd'hui devenus 54 pays, avec la scission en 2 pays du Soudan en 2011. Et ce défi d'alternance, de transition, s'avère d'autant plus intense quand il s'agit des régions chaudes d'Afrique comme la région du Sahel, qui contient des pays comme le Niger, le Tchad, le Mali ou la Côte d'Ivoire et encore d'autres pays, et la région des Grands Lacs qui nous occupe aujourd'hui. Les 3 dernières élections présidentielles dans la région des Grands Lacs n'ont pas permis d'instaurer une véritable alternance de pouvoir. Les régimes dictatoriaux aux commandes se sont arrangés pour rester au pouvoir tout en jouant le jeu démocratique, en organisant des élections malgré eux. En 2016, il y a eu le président ougandais Yoweri Museveni qui organise des élections où il s'est offert une large victoire avec un peu plus de 60% à son actif, exactement 60,67%, faisant de lui le vainqueur des élections de 2016 dans son pays. En 2017, le président rwandais Paul Kagame organise lui aussi des élections où il s'est offert une victoire avec plus de 90% des voix, exactement 98,79% des voix, faisant de lui le vainqueur des élections de 2017 et par là, il a également battu le record mondial du score le plus élevé pour des élections présidentielles. Au préalable, le président Paul Kagame avait révisé la constitution de son pays afin de lui permettre de pouvoir accéder à un 3e mandat au-delà du mandat qui était normalement au-delà de la limite légale qui était constitutionnellement limitée à travers la constitution du Rwanda. Mais ce faisant, il a modifié, révisé cette constitution et ainsi, il s'est permis d'avoir plusieurs mandats à son actif, le permettant en tout cas jusqu'ici de pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2034 normalement. À titre de comparaison, Barack Obama, arrivé au pouvoir en 2008 en tant que président des États-Unis, a fait ses 2 mandats. Par la suite, à la fin de ces 2 mandats limités constitutionnellement, il a organisé les élections préparant la venue de son successeur sans chipotage, sans encombre, et il a cédé le pouvoir et l'alternance pacifique aux États-Unis a eu lieu. Mais en Afrique, les dictateurs apprécient juste un seul aspect de la démocratie, celui leur permettant de pouvoir avoir accès au crédit des institutions financières telles que le FMI, la Banque mondiale, ou encore toutes les aides au développement et à la coopération. Mais en ce qui concerne la passation de pouvoir, l'alternance pacifique démocratique, cela ne rentre pas dans leurs priorités. Et en dernier pays, donc en dernière date, le dernier pays de la région des Grands Lacs qui a récemment organisé des élections fut la RDC en 2018. Le président sortant, Joseph Kabila, contraint et menacé par un soulèvement populaire du peuple congolais,
ce peuple qui ne voulait plus de lui, alors que les élections auraient dû avoir lieu en 2016, Joseph Kabila organisera les élections en 2018, après avoir baladé le peuple congolais, après avoir mis en scène des multiples pourparlers et négociations, dont les plus importantes négociations qui ont eu lieu à la Cité de l'OUA, avec comme facilitateur envoyé par l'Union africaine le Togolais Edem Kodjo, le défunt Togolais Edem Kodjo qui vient de nous quitter. Ensuite, il y a eu les négociations sous l'égide de la CENCO. Tout ça dans le but de convaincre le président Joseph Kabila de bien vouloir organiser les élections et de quitter le pouvoir. Et ce dernier finira par organiser des élections bâclées, sabotées, des élections où il s'est assuré de tout verrouiller, où il a empêché les observateurs internationaux d'avoir la possibilité de pouvoir observer la véracité des résultats qui seront annoncés, qui fut annoncé, pour finalement annoncer des résultats qui assurent à son parti politique la victoire des élections législatives et provinciales. Son parti politique, le PPRD, et les partis satellites qui gravitent autour de son parti principal ont reçu une large majorité des sièges de l'Assemblée nationale et une large majorité des assemblées provinciales. Et le tout en refusant de publier les PV attestant des résultats, alors que ceci est obligatoire dans la loi électorale. En ce qui concerne les élections présidentielles en RDC, le président Joseph Kabila s'est arrangé pour que soit annoncé comme vainqueur son second dauphin, celui avec qui il avait au préalable passé un deal lui assurant de rester aux commandes du pays. Il a mis à la présidence son partenaire, un homme craintif et malléable, qui lui assurera d'être protégé contre toute poursuite judiciaire, tant au niveau national qu'international, de tous les crimes qu'il a pu commettre en RDC, alors que de lourdes charges pèsent contre lui. Mais malheureusement, la présence de son partenaire à la présidence aujourd'hui le maintient hors d'atteinte, à l'abri de toute poursuite pénale. C'est par ce stratège que le président Joseph Kabila s'est assuré de calmer le peuple congolais en lui offrant l'illusion de l'alternance, ce qui a suffi à satisfaire ce peuple dans ses revendications démocratiques. Aujourd'hui, il semble que le président burundais, Pierre Nkurunziza, veuille suivre le pas du président de la RDC, alors qu'il n'y a pas si longtemps, Nkurunziza était déterminé à suivre le pas de ses autres homologues de la région des Grands Lacs. Il avait tout préparé pour faire exactement ce que le président rwandais ou ougandais venait de faire. Il avait changé par référendum la constitution de son pays, ce que Joseph Kabila en RDC n'a pas réussi à faire en 2015-2016, car le peuple congolais s'était dressé contre lui. Mais Nkurunziza, lui, de son côté, avait réussi cette première étape importante en ce qui consiste la révision de la constitution de son pays, s'octroyant la possibilité de pouvoir se présenter aux élections pour un quatrième mandat. Puis soudain, il s'est rétracté. Alors, comment expliquer le revirement soudain du président Nkurunziza dans sa quête à sa propre succession? Quels sont les risques et les enjeux de ces élections? Au-delà de ces questions, l'analyse d'aujourd'hui tente de décrypter le profil du nouveau pouvoir, les luttes d'influence qui en résulteraient et les conséquences éventuelles sur le futur orientation du Burundi en termes de gouvernance, ce qui aurait éventuellement un impact dans la géopolitique de la région des Grands Lacs. D'un point de vue géographique, le Burundi est un pays situé en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, communément, parfois on situe en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, peu importe. Le Burundi se situe géographiquement en Afrique de l'Est.
d'une superficie de plus de 27 000 km². Son appartenance à la communauté de l'Afrique de l'Est contribue énormément à son désenclavement. Le Burundi a comme capitale politique la ville de Gitega et comme capitale économique la ville de Bujumbura, Bujumbura étant la plus grande ville du pays. Le Burundi compte 12 millions d'habitants. Comme je l'ai dit, le Burundi est membre de l'East African Community, la communauté est-africaine. Cette communauté qu'on voit ici sur la carte, avec les pays ici en jaune, le Burundi se situant ici. Donc, comme je l'ai dit, appartenir à cette communauté lui permet au Burundi, qui est un pays enclavé, de se désenclaver et d'avoir accès au commerce maritime. Le Burundi est également membre de la conférence internationale des pays de la région, la conférence intergouvernementale des pays de la région des Grands Lacs. Et le Burundi a comme langue officielle le Kirundi, le français, l'anglais. Sauf report dicté par la pandémie du Covid-19, le 20 mai 2020, pour la 4e fois depuis la fin de la guerre civile de 1993 à 2003, les Burundais pourront se présenter aux élections du scrutin présidentiel, provincial et communal. Pour rappel, la guerre civile burundaise éclate au Burundi le 21 octobre 1993 à la suite d'un coup d'État contre Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye qui était le président d'un régime Tutsi au pouvoir. Comme la guerre civile et le génocide rwandais de 1994, elle est marquée par l'opposition entre Hutu et Tutsi, et parfois improprement qualifiée de guerre ethnique. Ainsi, donc, le 20 mai prochain, les Burundais seront appelés à se prononcer sur leurs futures institutions, les élections présidentielles, législatives et communales étant organisées le même jour. Ces scrutins interviennent dans un pays toujours marqué par la crise de 2015, consécutive à la volonté du chef de l'État Nkurunziza de briguer un 3e mandat contraire à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation de 2020. L'accord d'Arusha, du nom de la ville d'Arusha en Tanzanie, est un accord de paix pour les Burundais qui a eu lieu le 28 août 2000 sous l'égide de Nelson Mandela pour tenter de mettre fin à la guerre civile débutée en Burundi en 1993. Depuis la fin de la guerre civile de 1993 à 2003, le Burundi connaît une dérive répressive caractérisée entre autres par des graves répressions en matière de liberté et de démocratie, conjuguées à des violations massives de droits de l'homme, si bien que le Burundi est sous enquête de la Cour pénale internationale. Ainsi donc, ce nouveau processus électoral est conduit dans un espace politique verrouillé où seul le parti hégémonique, le CNDD-FDD et le Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, c'est le parti du président Pierre Nkurunziza qui occupe le terrain sans limitation. Or, contrairement aux élections présidentielles de 2010 et 2015, toutes ces deux élections 2010-2015 furent boycottées par l'opposition. Plusieurs opposants participeront cette fois-ci au scrutin de mai 2020, y compris le grand rival du parti présidentiel qui est Agathon Rwasa, président du Congrès national pour la liberté, le CNL,
la seule force politique capable de rivaliser avec le CNDD-FDD. En outre, à la surprise générale, le président Nkurunziza, après avoir imposé en 2018 une nouvelle constitution, a renoncé à un quatrième mandat, ouvrant la voie à une alternance au sommet de l'État. C'est en effet le 26 janvier 2020 que le CNDD-FDD, lors de son congrès national, désignera Évariste Ndayishimiye, son secrétaire général, comme candidat du parti à la présidentielle. Si cette nouvelle donne aurait pu permettre de décrypter le climat politique et faciliter la transparence du scrutin, la radicalisation du pouvoir et la brutalité de la répression exercée contre les opposants et les voix dissidentes augurent l'inverse. De plus, les processus électoraux au Burundi ont présage jusque-là à de nouvelles crises. Seules les élections de 2005 ayant été inclusives et crédibles et unanimement acceptées par la classe politique. Aujourd'hui, le caractère potentiellement ouvert de ces élections et donc l'incertitude de leur issue pourrait amplifier les risques de leur manipulation et d'une nouvelle crise. Ainsi donc, l'analyse d'aujourd'hui porte sur les enjeux de ces élections. Elle s'articule autour de 5 parties. La première partie s'appesantit sur le volte-face du chef de l'État dans sa quête à sa propre succession et les principaux événements qui ont conduit à la configuration actuelle des acteurs en compétition. La seconde partie passe en revue les principales forces en lice. La troisième partie examine le contexte politique et sécuritaire, le cadre légal et réglementaire de ces élections et les scénarios possibles. Elle consacre une section aux acteurs internationaux. La partie qui suit établit un état des lieux du Burundi et, partant, un panorama des multiples défis qui attendent les futures institutions. La cinquième partie, quant à elle, se penche sur le profil que pourrait prendre le nouveau pouvoir, les luttes d'influence qui en résulteraient et les conséquences éventuelles sur les orientations futures du Burundi en termes de gouvernance, ce qui éventuellement impactera également la géopolitique de la région des Grands Lacs. Premièrement, peut-on dire que Nkurunziza a été mise en échec? Car les élections montées de 2015, échec provoqué par la volonté du président sortant de briguer un troisième mandat, ont déclenché une crise qui a poussé la communauté internationale à exercer des fortes pressions sur le régime pour l'ouverture d'un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'IEAC, en vue de trouver une solution consensuelle à l'impasse politique burundaise. Soucieux de dresser l'étau de ces pressions, le pouvoir burundais y a répondu fin 2015 en organisant un dialogue national. En effet, ce dialogue a abouti à une réforme constitutionnelle supposée remettre le compteur des mandats présidentiels à zéro et permettre au chef de l'État de se présenter pour un quatrième mandat, donc de se maintenir au pouvoir. Le président Nkurunziza s'est personnellement impliqué tout au long du processus de cette réforme constitutionnelle, au point d'en dicter chaque étape et d'esquiver l'approbation obligée du nouveau texte par le Parlement qu'il jugeait trop risqué. En outre, au-delà de l'extension de la durée du mandat présidentiel et de la possibilité qui serait offerte à Nkurunziza d'en briguer 2 autres supplémentaires d'affilée, plusieurs des innovations apportées à la nouvelle loi fondamentale portent visiblement la griffe du chef de l'État. La nouvelle constitution a été adoptée lors d'un référendum organisé en mai 2018 dans un climat d'intimidation et de répression. Lors du discours qu'il a prononcé le 7 juin suivant à l'occasion de la promulgation du texte, le chef de l'État, à la stupéfaction
faction générale a annoncé qu'il ne se porterait pas candidat à un 4e mandat. En 2015, la volonté du chef de l'État de briguer un 3e mandat et le passage en force qui avait suivi avait généralement suscité une forte contestation intérieure dans le CNDD-FDD, provoquant même une crise interne. Cette dernière n'avait pu être maîtrisée qu'en employant la manière forte, en purgeant le parti de tous les frondeurs et donc d'une bonne partie de ses cadres modérés, ce qui a conduit à une tentative de putsch dirigée partiellement par des anciens compagnons d'armes du président du temps du maquis. Déjà, fin 2014, Nkurunziza avait été soumis à des fortes pressions d'un groupe important de généraux qui exigeait qu'il mette un terme à la toute-puissance du duo d'Adolphe Nshimiramana et Alain Guillaume Bounier, qui est respectivement directeur général du Service national des renseignements, la SNR, et le chef du cabinet civil du président, le chef d'IRCAB, autrement dit. Il serait, selon ce groupe, responsable d'agissements qui terniraient l'image du pays sur la scène internationale. Et pour ne pas s'aligner une bonne partie des responsables des forces de sécurité, le chef de l'État s'était rapidement exécuté en les affectant à des postes de moindre envergure. Il s'est par la suite employé à gagner la faveur de plusieurs des généraux du groupe en leur octroyant des postes convoités et ou des avantages. Plusieurs de ceux qui s'étaient montrés très critiques en privé envers la perspective de son 3e mandat se sont rangés progressivement derrière le chef de l'État et son projet et ont même participé à la répression qui a suivi. Lors de son investiture en 2015, pour tempérer les pressions et les contestations, le président s'était publiquement engagé à ce que ce 3e mandat soit le dernier. En 2018, ayant manifesté la volonté de se maintenir au pouvoir, Nkurunziza s'est retrouvé pour la 2e fois confronté à la fronde de ses généraux. Les mois qui suivront seront marqués par des luttes d'influence au sein du pouvoir et surtout par une bataille souterraine entre le président et plusieurs de ses généraux. En effet, à défaut de pouvoir tenter un nouveau revirement aussi périlleux que difficile à justifier, Nkurunziza entend contrôler le processus de sa succession pour placer un de ses fidèles. De l'avis de diverses personnalités qui l'ont côtoyé, le chef de l'État est extrêmement soupçonneux et se méfie même de ses plus proches collaborateurs. Pour avoir à plusieurs fois subi encore de leur part déception, coups fourrés et trahison, il est devenu si suspicieux à leur égard qu'il ne se déplace plus hors du pays depuis la tentative de coup d'État de 2015. De plus, conscient des crimes qui pourraient le poursuivre, Nkurunziza a besoin de solides garanties de protection contre la justice internationale et contre la justice de son pays. Pour rappel, le président Pierre Nkurunziza avait d'ailleurs lui-même retiré son pays, le Burundi, en tant que membre de la CPI, c'est-à-dire le Burundi ne reconnaît plus la CPI, la Cour pénale internationale, comme objet du droit international, donc comme ayant pouvoir sur lui ou sur son pays. Ainsi, selon toute vraisemblance, le chef de l'État a tenté de jouer la carte de son épouse, Denise Nkurunziza, pour le succéder avant de faire marche arrière devant les protestations. Après avoir caressé d'autres scénarios de guerre lasse, il se serait finalement rabattu sur la personne de Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, candidature notamment portée par la région ouest du Burundi, qui se prévaut d'avoir payé le prix fort de la lutte de libération. L'intéressé, un civil sans passé militaire, présente l'avantage d'être perçu comme malléable et craintif
et de ne pas pouvoir se prévaloir de la légitimité d'une maquis. Bref, une personnalité plus encline à se soumettre à l'influence d'un Nkurunziza une fois celui-ci retiré du pouvoir. Cependant, un noyau de généraux consécutifs du haut responsable, un noyau de généraux constitué de hauts responsables entend imposer de son côté un frère d'armes qui, lui, a fait ses preuves au maquis. Le secrétaire général du parti, Évariste Ndayishimiye, lui, bénéficie à ce point de vue de la double légitimité de connaître les rouages du parti et d'être un ancien de la rébellion où il a d'ailleurs progressivement gravi les échelons. Ainsi, le président Pierre Nkurunziza aurait implicitement fait miroiter à ce dernier la perspective d'être choisi tout en donnant des assurances similaires à Nyaimbenda. Finalement, devant les fortes pressions des généraux à l'approche du congrès du parti, il s'est vu dans l'impossibilité de tirer les ficelles comme il aurait voulu et s'est résolu à abandonner son projet. Passons maintenant à la deuxième partie de cette analyse qui est un passage en revue des forces politiques en lice. Le rétrécissement de l'espace politique burundais est marqué par l'affaiblissement et le morcellement de l'opposition suite aux nombreuses restrictions imposées à l'opposition à l'intérieur et les pressions qu'elle subit, ce qui a entraîné une certaine forme de résignation chez une bonne partie de ceux qui la composent. À l'inverse, le CNDD-FDD, parti du président Nkurunziza, a conforté sa mainmise sur toutes les institutions et a même étendu son contrôle à plusieurs secteurs clés de l'économie burundaise, longtemps monopolisés par des groupes étrangers et les anciennes élites tutsis. Le CNDD-FDD s'est considérablement enrichi. Son omnipotence l'a transformé quasiment en parti d'État. Le CNDD-FDD défie l'État dans ses diverses prérogatives régaliennes. De nombreuses affaires illustrant la soumission de certaines institutions aux directives des cercles occultes au sein du parti, mais l'omnipotence du CNDD-FDD ne doit pas pour autant nous leurrer. La crise a eu des graves répercussions socio-économiques dont le Burundi ne s'est toujours pas relevé. En effet, les Burundais ont vu leurs conditions de vie se dégrader et beaucoup d'entre eux continuent d'être l'objet de toutes sortes de contributions forcées quand ils ne sont pas victimes de la répression de l'État. La cote de popularité du parti au pouvoir devrait inévitablement s'en retrouver affectée, alors que le CNL d'Agathon Rwasa semblant bénéficier de nombreux déçus du CNDD-FDD, dans un contexte où, dans le même temps, un petit groupe de responsables couplés à quelques oligarques et dans une logique de prédation économique, le parti présidentiel a vu grossir les rangs de ses mécontents. Le parti au pouvoir tente de cultiver l'image d'une formation politique en osmose avec la population. Ainsi, lors de ses premières années au pouvoir, la proximité recherchée par le nouveau régime avec les masses rurales et certaines mesures populaires semblaient marquer une volonté de rupture avec les gouvernements passés, fortement centralisés à Bujumbura. L'ancienne rébellion peine cependant à se défaire de certaines habitudes héritées du maquis, la culture du secret, l'obsession du complot, le recours à la force et à l'intimidation au détriment du dialogue et du compromis, des pratiques de la bastonnade des récalcitrants. Il est vrai qu'en dépit de ces transformations en parti politique en 2004 du CNDD-FDD, ce parti reste soumis à l'influence d'un groupe de généraux perpétuant ainsi une certaine militarisation du parti. Ces officiers dénommés les Abaru
Guanyi, ce qui veut dire ceux qui se sont battus, dont l'appartenance à tout parti politique leur est également interdite, s'immiscent régulièrement dans la gestion du parti, des affaires publiques, sous couvert du sang versé pour libérer le pays. Leur appellation, les Bene Mungwabe, les propriétaires du parti, à l'opposé des Banya Mungwabe, les membres du parti, est révélatrice de cette proportion à l'instrumentalisation du parti. Ces interférences seraient justifiées par la nécessité de servir les intérêts du parti et de la majorité ethnique contre les velléités des sabotages ou de renversement de la volonté populaire par d'autres forces politiques ou des projets revanchards, insinuation qui désigne les anciennes élites tutsis. Cependant, leur motivation semble davantage dictée par des intérêts financiers ou dynamiques identitaires, ces généraux tirant des revenus considérables de leur contrôle sur le parti. Ce faisant, Pierre Nkurunziza est et reste la pièce maîtresse du jeu politique. Il est né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi. Il est à la tête d'un régime donc Hutu au Burundi. Ses pouvoirs jusqu'ici se sont sensiblement renforcés depuis l'importance purge du parti de 2015 et les différents amendements de ses statuts. Sa position de président du comité des sages, organe suprême du parti, couplée à sa qualité de chef de l'État, lui confère une autorité certaine sur le CNDD-FDD. Cette suprématie ne l'empêche pas d'être régulièrement contrarié par ses généraux dès lors qu'ils sentent leurs intérêts menacés. Le caractère autoritaire du CNDD-FDD, ses pratiques néo-patrimoniales, l'absence de débat interne, le peu de transparence lors des prises de décision importantes, le clivage identitaire et les diversités de profils sociologiques sont en grande partie à l'origine de tensions et de crises. La dernière purge interne en 2015 a renforcé le cercle des généraux et au-delà le rôle répressif des structures de sécurité officielles et officieuses. Les Imbonerakure sont cette organisation de la jeunesse du CNDD-FDD qui se situe à l'autorité dans presque toutes les localités et impose leurs lois et rançonne les pauvres populations à leur merci. Donc, dans ce deuxième chapitre qui passe en revue la scène politique burundaise, l'espace politique au Burundi, la seule véritable force d'opposition que nous pouvons citer ici et qui est capable de rivaliser, de tenir face au CNDD-FDD, est bien le CNL. Ancienne rébellion ayant passé près de 30 ans dans la clandestinité avant d'intégrer les institutions en 2009, le CNL ne cesse de se transformer. Issu de l'ancien Pali-Pehutu, né en 1980 et devenu le Pali-Pehutu-FNL en 2001, l'ex-rébellion a pris le nom de Force nationale de libération FNL lors de sa transformation en parti politique en 2009, nom qu'il a gardé jusqu'au moment de se fondre en 2015 dans une coalition d'indépendants éphémères du nom de Damizero Yabarundi. Il a enfin repris le statut du parti politique en 2019 à l'agrément du CNL. La seule constante de ces différents mouvements de ces 2 dernières décennies au sein du FNL, Pali-Pehutu, FNL et le CNL, la seule constante reste à ce jour Agathon Rwasa, qui en est resté le leader et l'incarnation depuis 2001. Caractériser le CNL est ardu, tant les discours politiques et les thèmes de mobilisation ont évolué au fil du temps sans que l'on sache avec précision leur dénominateur commun.
Fondée sur l'ethnicité, conséquence de décennies de régimes militaires d'exclusion de la majorité Hutu et du génocide de son élite en 1972, ce mouvement s'en est difficilement défait alors que le pouvoir avait connu en 2005 une alternance ethnique et politique avec l'arrivée aux affaires du CNDD-FDD. Ce n'est qu'à son entrée dans les institutions avec les perspectives des élections de 2010 que le discours s'est adapté aux réalités du moment. Les thèmes de mobilisation portant désormais davantage sur les problèmes de corruption et de mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, ce discours reste inchangé tout en s'accompagnant notamment de nécessités de changement face à la pauvreté ambiante. Dans le narratif de sa vision politique, le CNL d'Agathon Rwasa, à l'instar de la plupart des partis politiques, se montre peu loquace, conséquence possible des faiblesses idéologiques de la classe politique burundaise. Le choix discutable d'intégrer les institutions en 2015, alors que la coalition Amizero Yabarundi avait prôné l'abstention des élections qualifiées de mascarade, a mis le CNL dans une position ambiguë. En effet, il fait partie du gouvernement et de l'opposition à l'Assemblée nationale, où il n'assume pas véritablement son statut de parti d'opposition pour ne pas être en défaut avec la loi. Il y a donc lieu à se demander si les thèmes de mobilisation de sa propagande clandestine sont toujours similaires à ceux propagés ouvertement. En d'autres termes, est-ce que Agathon Rwasa s'est-il réellement départi de son caractère intransigeant et basé sur l'ethnicité héritée du maquis pour se glisser dans la peau d'un leader modéré et réfléchi? C'est la question qu'on se pose. Les années passées dans la vie civile et au sein des institutions en sont sans doute le facteur de changement de sa personnalité. Ces quelques années passées à la tête de l'Institut national de sécurité, l'INSS, ont laissé de lui l'image d'un dirigeant droit et travailleur parmi le personnel de l'Institut. Son bilan à la vice-présidence de la Chambre basse du Parlement est plus contraste au vu des ambiguïtés du groupe parlementaire de son ancienne coalition, Amizero Yabarundi, lequel cautionne régulièrement le rôle de chambre d'enregistrement de cette institution. En dépit de la fermeture de l'espace politique, le Burundi compte près de 40 partis agréés, dont plus de la moitié sont des partis satellites du parti du président Pierre Nkurunziza, le CNDD-FDD. Les seules voix critiques encore perceptibles dans la sphère politique, en dehors de l'un ou l'autre député de l'ancienne coalition Amizero Yabarundi, sont celles des responsables d'ailes dissidentes du parti traditionnel, l'Union pour le progrès national, ou PRONA, et le Front pour la démocratie au Burundi, FRODEBU, tous deux ayant été aux affaires avant le CNDD-FDD. Or, l'un comme l'autre ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le FRODEBU Nyakuri, l'aile pro-gouvernementale du parti du même nom, ne devrait guère faire mieux. Le Sawania FRODEBU, son rival, est tiraillé entre ses partisans du rapprochement avec le pouvoir et se tenant du jeu de l'opposition représenté par son candidat à la présidentielle. Ses chances d'attirer le plus de voix possible sont d'autant plus limitées que le parti est en proie à des divisions intérieures. Les autres formations politiques n'ont aucune assise populaire. La plupart sont dans la mouvance du CNDD-FDD, donc sont des partis satellites qui gravitent autour du parti présidentiel, tandis que les autres partis oscillent entre cette position et l'opposition modérée au gré des circonstances. Plusieurs de ces partis participeront aux élections où ils devraient surtout servir de caution démocratique au pouvoir. Ainsi se clôture la deuxième partie de cette analyse qui vient de passer en revue l'espace politique au Burundi, les pouvoirs en place.